Alors voilà, j'ai toujours le grand plaisir, parce que je suis comme ça. Je suis le type heureux. J'ai le grand plaisir d'inviter en scène Christophe et Mélanie pour la prochaine intervention. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour vous raconter une histoire, l'Odyssée de Believe au niveau de sa transformation. On va essayer de balayer un maximum de sujets, mais les keys, chez nous, ça sera plutôt la partie infrastructure, la partie applicatif, la partie CI/CD et l'accompagnement des devs, tout à travers notre transformation. Oula, c'est bon. Bonjour, moi c'est Mélanie Chilparao et du coup je fais du DevOps depuis une dizaine d'années et j'ai rejoint Believe il y a environ 5 mois en tant que SRE. Et je m'appelle Christophe Bigureau, je suis aussi SRE Plateforme. Je suis DevOps SRE depuis 10 ans aussi et je travaille chez Believe depuis février cette année. Pour commencer, on va vous décrire un petit peu Believe. Believe, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise française numérique qui permet de connecter les artistes et les labels sur différentes plateformes de streaming, mais aussi on accompagne ces derniers sur toutes leurs étapes de leur transformation. En quelques chiffres, Believe, c'est plus de 2000 collaborateurs. On a un catalogue de 1 035 000 artistes répartis sur 50 pays. Et nous avons une centaine de partenaires musicaux et sociaux. L'organisation. Believe est divisée en plusieurs tribes. Au centre, on a la partie plateforme, dans laquelle nous faisons partie avec Shiba. Et autour de ça, nous avons toute la partie dev qui interagit directement avec nous. Donc là, on a les différentes équipes, donc la supply chain, la partie royalties, data, customer signing et content management. Les raisons de la transformation. Pourquoi partir dans cette odyssée? La première raison, ça a été pour tout ce qui est modernisation et pouvoir scaler par rapport aux demandes que nos clients, donc les labels et les musiciens, pouvaient avoir. On avait aussi, notre plateforme était divisée en deux grosses parties. On avait une grosse partie sur un cloud sur AWS et la deuxième partie qui était sur on-prem. Donc du coup, on voulait un petit peu remettre tout ça d'aplomb et repartir sur une seule et unique plateforme. On va commencer par l'infrastructure du coup. On a décidé de partir sur Google Platform pour pouvoir mutualiser nos ressources. Du coup, ça nous a permis donc effectivement d'uniformiser toutes nos ressources, que ce soit l'utilisation des Cloud SQL pour la partie base de données, la partie bucket, la partie uniformisation, et aussi de pouvoir rationaliser en termes de coûts. Chaque partie, sur la partie on-prem ou AWS, avait différents usages. Du coup, ça nous a permis de tout mutualiser. L'uniformisation aussi des process sur les différents environnements. Parce qu'on est d'accord que ce qu'on déploie sur l'on-prem ou sur le AWS, c'est pas totalement la même chose. Du coup, ça nous a permis aussi de rationaliser toute la méthodologie. Et enfin, donc l'automatisation grâce à l'IAC et la méthodologie GitOps. Le gros challenge dessus, ça a été la montée en compétence des SRE sur la partie Google Platform. C'était tout nouveau pour nous. On avait de l'expérience sur la AWS et sur les data centers, mais du coup, il a fallu réapprendre un petit peu, même si ça reste un tronc commun, mais il a fallu réapprendre toute la méthodologie Google. La partie GitOps. On a choisi de partir sur cette méthode pour avoir une partie simple pour tout ce qui était déploiement. Du coup, ça nous a permis déjà de standardiser tous les déploiements de n'importe quelle ressource sur notre plateforme, que ce soit sur du Kubernetes ou aussi sur la partie cloud qu'on verra plus tard. L'indépendance des équipes, parce que du coup, comme on discute pas mal avec des développeurs, Git commit, Git push, c'est quelque chose qu'ils sont censés maîtriser. C'était une façon d'entrer sur la partie indépendance relativement simple. Et du coup, grâce à Argo CD avec tout son IHM, ça a aussi simplifié et visualisé plus facilement l'infrastructure des applications pour les développeurs. En termes de gestion de mots de passe, on est parti sur la solution Vault pour pouvoir stocker et exposer simplement nos secrets sur nos différentes infrastructures, que ce soit sur du Kubernetes, mais aussi sur des VM qu'on pouvait avoir. On a poussé aussi l'utilisation de Vault sur la partie authentification. On va l'utiliser en système de back-end
pour pouvoir gérer l'authentification sur nos bases de données ou sur RabbitMQ. Ça nous a permis d'avoir des short-livres sur la partie des sessions, plutôt que d'avoir en dur directement sur l'infrastructure le login et le mot de passe. Ça nous a permis aussi donc d'avoir des rotations, tout ça, plus simplement. En termes de monitoring, on est parti sur la solution Datadog. Ça nous a permis déjà de centraliser toute la partie supervision, donc le stockage des logs, la partie APM, la partie monitoring. Grâce à cela, on pouvait avoir une vision plus observabilité plutôt que supervision. On pouvait voir de bout en bout qu'est-ce qui se passait, où on pouvait avoir des problèmes, les points de contention, tout ce qui pouvait clocher. L'intégration sur Datadog est plutôt simple. Ils ont un catalogue qui est plutôt conséquent pour tout ce qui est service SaaS, mais aussi pour tout ce qui est produit interne. Et enfin, l'automatisation. Datadog propose une API. Et du coup, grâce à l'IAC, on pouvait gérer toute la création des SLO directement sur Datadog, mais aussi les monitoring, et ainsi de suite. On a utilisé aussi d'autres services qu'on vous a listés ici. Donc pour tout ce qui est partie queuing, on utilise Confluent pour la partie Kafka et CloudMQP pour la partie RabbitMQ. On a aussi fait le choix d'utiliser différents services de workflow, Temporal, Apache Airflow, mais aussi Keda pour pouvoir trigger différents services directement sur notre Kubernetes grâce à certains events ou à d'autres services. On pouvait le plugger avec Datadog ou Confluent ou CloudMQP. Et bon, pour la partie cache, des clusters Redis tout simplement déployés sur Kubernetes. Merci Christophe. Du coup, une plateforme avec plein de services, c'est top. Encore faut-il pouvoir les utiliser pour déployer les applications chez Believe et du coup donner accès aux devs pour qu'ils puissent s'en servir. Déjà, du coup, on va commencer par quelle base pour les déploiements. On est super originaux, on a décidé de faire des containers. Et encore plus originaux, on s'est dit on va faire ça avec la Triforce, donc Docker, Kubernetes et Helm. Commençons par la partie Docker. Donc, au niveau de Docker, le choix qui a été fait, c'est que c'est les devs qui sont les mainteneurs des images Docker, de leurs Dockerfiles, etc. Parce que c'est eux, au final, qui sont les plus proches de leurs applications. Par contre, ce qu'on a voulu fournir en tant que plateforme, ce sont des images de base. Et là-dessus, chez Believe, la majorité des applications sont en PHP ou en Java, donc c'était pas trop compliqué. On a pu leur fournir des images Believe PHP, Believe Java, et aussi des images, par exemple Believe Nginx, tout un tas de choses. Et pour vous donner un exemple rapide, on ne va pas se focus sur le détail, mais voilà un exemple de Dockerfile de l'image Believe PHP. Donc on récupère l'image de base publique PHP en une certaine version. Là, c'est une version FPM pour tout ce qui est développement web, serveur web. Et donc du coup, on installe un peu des dépendances, mais aussi des extensions qui permettent d'optimiser l'utilisation de PHP. On va installer Composer. Et du coup, les devs qui utilisent cette image vont ensuite pouvoir installer leurs propres dépendances et rajouter le code applicatif par-dessus. On a aussi utilisé Docker Bake pour avoir les différentes versions de cette image, donc liées à la version de PHP par exemple, ou aussi une version, plusieurs déclinaisons en gros, une version CLI, une version FPM, une version avec ou sans Composer, etc. Et de manière assez simple, on peut builder plein de déclinaisons d'images, et ça a été assez utile. Et ensuite, donc, on peut pusher ça sur l'artefact registry de GCP à disposition des devs. Les avantages de cette approche, c'est qu'on a des bases communes, optimisées, avec des bonnes pratiques qui sont disponibles pour tout le monde. Et ensuite, ce sont les devs qui sont les experts de leurs applications qui vont pouvoir configurer ça comme ils ont besoin pour leurs différentes applications. Et aussi, on a du versionning qui est contrôlé. Donc, on n'est pas dépendant des repos extérieurs et de leurs décisions, par exemple, d'enlever des images de temps en temps. On peut le gérer, nous, en interne, déployer ça dans plusieurs régions pour le DR, etc. Bref, c'est pas mal. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est que la maîtrise de Docker au niveau des différentes équipes, au niveau des équipes de dev, est assez hétérogène. On avait plein de gens qui n'avaient pas encore fait du Docker jusqu'à cette transformation cette année. Donc le ramp-up n'était pas forcément évident pour tout le monde. Donc les images Docker, c'est chouette. Encore faut-il pouvoir les déployer sur nos clusters Cube avec Helm. Et là, on a voulu accompagner les équipes au maximum et abstraire en fait tout ce qu'ils n'ont pas besoin de connaître au niveau Cube et Helm. Donc l'idée, c'est qu'ils sont supposés connaître un peu les concepts,
c'est quoi un déploiement, c'est quoi un secret, mais pas forcément comment savoir les définir. Parce que ça, on peut l'abstraire, on peut rendre ça plus facile. Et du coup, on a décidé de fournir une interface plus simple, à savoir du YAML. Donc, pour faire ça, on a créé notre propre chart qui s'appelle Generic Cube. Et les devs, ils ont juste besoin en fait, de fournir la configuration de ce chart, les values, pour dire ce dont ils ont besoin. Donc, pour vous donner un petit exemple, pour déclarer une config avec Generic Cube, c'est assez simple. On déclare ces quelques lignes avec un nom pour la config et les variables qu'on veut avoir dedans ou des fichiers, etc. Et derrière, alors j'espère que c'est assez grand, je suis pas sûre, mais bon, c'est pas très grave. L'important, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va générer une config map avec des labels qu'on aura prédéfinis dans le Generic Cube et surtout les datas. Ensuite, au niveau des secrets, c'est la même chose. En termes de déclaration, c'est tout aussi simple. Mais par contre, ce qui est généré derrière, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est avec les ressources external secret qu'on va pouvoir aller récupérer le secret sur le chemin Vault qui a été défini. Et tout ça avec une syntaxe qui reste très simple. Et enfin, pour avoir un déploiement, il suffit encore de quelques lignes. Donc là, on a un nom de profil qui permet, en fait, on a créé des profils selon les différents patterns récurrents qu'on a pu observer pour, encore une fois, simplifier la déclaration. Donc là, grâce à ce profil, on va pouvoir générer ce qu'il faut. Donc, je ne vous demande pas de lire tout ça. Hein. C'est juste pour vous montrer que ce qu'on génère, c'est la définition pour un container Nginx avec des liveness, des readiness, des ressources tout prédéfinies, overrideables au besoin, et avec le tag qui a été défini en config. Et aussi l'image Believe Nginx par défaut qu'on a créé nous. Et ensuite, un container PHP avec l'image qui a été configurée et le tag qui a été configuré. Et enfin, pour tout ce qui est config, on rattache ce qu'il faut grâce à ça. Donc on a quand même une quinzaine de lignes contre beaucoup plus de lignes. Et on va aussi avoir le service, tout ce qu'il y a autour, etc. Les avantages de cette approche, du coup, c'est le côté abstraction. C'est beaucoup plus simple pour les devs d'être autonomes sur la déclaration de ce qu'ils ont besoin pour leurs applications. On va aussi avoir gratuitement, de manière intégrée, des labels qui vont nous permettre de faire plein de choses, comme du FinOps, de l'intégration dans Datadog, etc. Les devs n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est inclus. On a aussi du scoping par namespace. Donc, les ressources qui sont déployées pour une application vont forcément se retrouver dans le namespace en question, avec des droits qui ont été mis en place pour que ce soit que les équipes de dev qui sont owners, maintainers de ces applications, qui aient le droit de pusher des changements. Et enfin, on fournit un JSON schema qui permet de recenser un peu tous les paramètres qu'il y a à disposition des devs. Donc comme ça, on n'est pas en train de chercher comment configurer tel ou tel truc. Et là où c'est un peu plus compliqué, ce chart Generic Cube, il évolue tout le temps. On a des nouvelles versions quasiment tous les jours, avec des nouvelles features, plein de choses. Et donc, pour s'assurer des non-régressions, c'est pas forcément évident. Et il y a aussi la problématique de mise à jour côté équipe de dev pour qu'ils passent sur les nouvelles versions, etc. C'est un challenge un peu quotidien. Et par contre, là où on s'est aidé, c'est qu'on a automatisé nos tests, on est content. Et donc, c'est beaucoup plus simple de tester les différents profils, les valeurs par défaut, les surcharges, etc. Et on est beaucoup plus confiant maintenant quand on fait des évolutions sur le chart. Et les dépendances hors Kubernetes dans tout ça, donc je sais pas moi, des buckets sur GCP, des topics sur Confluence, à la base, on avait du code Terraform pour déployer tout ça. Et d'ailleurs, on utilise encore beaucoup Terraform au niveau de tout ce qui est infra. Mais pour ce qu'on voulait mettre à disposition des devs pour leurs applis, on s'est vite rendu compte que c'était pas idéal, parce que soit on demande aux devs de faire du Terraform, ce qui n'est pas très cool, on préfère le faire nous, soit du coup on se retrouve à le faire nous, soit il faut donner une manière de configurer ça un peu simple, etc. Bref, on s'y est pas vraiment retrouvé. Et ce qu'on s'est dit, ce qui serait top, c'est que ce soit la Generic Cube qui permette de faire tout ça. Et du coup, on a pu faire ça grâce à Crossplane. Donc Crossplane, c'est quoi ? C'est tout simplement Terraform à la sauce Cube. Donc on va pouvoir déclarer des ressources, et ces ressources vont être déployées sur les différents providers grâce à des différents providers, on va pouvoir les déployer sur les différents endroits, GCP, Confluent, etc. Pour reprendre l'exemple d'il y a quelques minutes,
Donc c'est le même déploiement, j'ai juste rajouté la définition d'un service account et d'un bucket pour lequel je veux un owner, donc qui est ce service account. Et donc ce que ça va générer, c'est le manifeste d'un bucket avec un schema qu'on a défini nous chez Believe, avec les informations dont on a besoin. Et derrière, on va utiliser cette définition-là va aller générer un bucket, cette fois avec le provider. Et donc ça va permettre d'aller créer la ressource au niveau de GCP. Et on va avoir une deuxième ressource aussi pour définir les droits du service account et le rendre du coup admin du bucket. Et ensuite, vu qu'au niveau du déploiement, on a défini le service account comme étant celui-là, eh bien, il va avoir les droits de lire et d'écrire dedans. Donc les avantages, du coup, même interface que pour les ressources cubes, même interface simple. Et là où c'est plus... et aussi, on a du scoping par namespace, même si c'est plus dur à mettre en place. Et là où c'est compliqué, c'est... on vous a montré très rapidement à quoi ça ressemble, mais l'implémentation est beaucoup plus complexe derrière. Donc en termes de cours d'apprentissage, c'est pas évident. Et en termes de maintenance aussi, c'est assez complexe. Il y a plein de niveaux d'abstraction qu'il faut aller modifier pour faire même des changements relativement simples. Donc c'est pas la partie de notre stack à laquelle on préfère aller modifier. Un petit tour sur tout ce qui est CI, donc la glue pour accorder tout ça. On utilise GitLab, et du coup GitLab CI pour tout ce qui est CI/CD. Et là, on a choisi de faire un peu le même concept que pour Docker, à savoir, c'est les développeurs qui sont les owners de leur pipeline, de leur CI, mais on veut quand même fournir des patterns, du code réutilisable pour qu'ils n'aient pas à réinventer la roue chacun pour faire les trucs classiques de toutes les équipes, builder, tester, releaser, déployer. Donc on a créé le concept de building block qui vont permettre d'avoir des configurations de CI qui sont réutilisables. Donc pour vous montrer, là c'est juste... donc les building blocks sont tous définis dans un repo central et ils peuvent être inclus de manière très simple dans les fichiers de CI, de configuration de CI avec une syntaxe, la syntaxe GitLab CI. On étend le job que l'on souhaite avoir. Donc là, l'exemple c'est pour s'authentifier à l'artefact registry Docker sur GCP. Et derrière, ça va aller chercher le script, les variables, etc. au niveau du building block. On peut les surcharger si besoin, mais sinon, le travail est fait directement. Donc on a plus d'une trentaine de building blocks. Et ce que ça nous apporte vraiment, c'est le fait de pouvoir faire notre pipeline de GitOps. Donc pour finir la partie technique sur un beau schéma, vu qu'on aime tous les schémas, au niveau de... Quand une équipe veut déployer une nouvelle version de leur application, ils vont trigger une pipeline, avec un commit, avec une pipeline manuelle. Derrière, ils vont utiliser le building block qu'on vient de voir pour s'authentifier à GCP. Ensuite, deux autres building blocks vont permettre de builder et taguer l'image qui a été buildée et de la pousser sur GCP. On a un autre building block, Vault, qui va permettre d'aller récupérer dans Vault un token pour s'authentifier à un GitLab. Et ça, on en a besoin en fait pour la dernière étape, qui est d'aller modifier un autre repo automatiquement. Donc cette étape de kubedeploy, ça va aller récupérer le tag qui a été créé en amont et aller faire un commit sur les repos qu'on appelle les repos de values, où il y a du coup les déclarations de toutes les applications avec generic kube. Donc on va aller modifier le tag dans le repo. Et tout ça, c'est watché par Argo CD, qui va détecter le changement et qui va aller automatiquement mettre à jour le cluster GKE sur lequel tourne l'appli. Et tout ça de manière très facile, donc en mode de one click, enfin one commit. Donc on est très content là-dessus, les développeurs sont autonomes. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est pas un peu pareil que sur le reste, à savoir le cycle de vie et les mises à jour des building blocks. Soit d'un côté, on a des équipes, plus trop maintenant, mais des équipes qui sont sur master, donc dès qu'il y a un breaking change, c'est fini. Soit elles sont sur une version taguée, et la mise à jour, il faut des fois faire des petits rappels. Et aussi, les skills GitLab CI, c'est pas la syntaxe les plus évidente, surtout quand on a des inclusions, etc. Ça peut être compliqué à debug de temps en temps.
parce que, pour relier ce que disait Shilpa, c'est pour la partie gestion et montée de version des différents services que nous on propose, donc les building blocks, aussi le Generic Cube. On a décidé d'utiliser un outil qui s'appelle RenovateBot qui nous permet de pouvoir faire ce travail. Donc proposer des merge requests directement dans les repositories de nos applications ou des applications des devs avec les différentes montées de version, que ça soit donc nos produits à nous ou les produits externes. C'est un outil qui est relativement simple à intégrer, puisque du coup il y a juste le bot à intégrer directement dans le projet GitLab. Et ça nous a permis aussi, avec différents types de configurations, donc une configuration générique et des configurations custom, de pouvoir gérer toutes les dépendances. Pour tout ce qui est configuration générique, on a plutôt géré toute la partie building block et Generic Cube. Et la configuration custom, donc c'est à la main des développeurs qui peuvent gérer la montée des versions de leur librairie, de leur application, quel que soit le langage, que ce soit du PHP ou du Java. On va finir avec une partie sur l'accompagnement des équipes, parce que tous ces changements, ça fait depuis le début de l'année à peu près, un peu plus, que c'est en train d'être mis en place. Donc il faut un accompagnement pour permettre aux équipes de faire la transition. Donc la première chose qui a vraiment été mise en place de manière importante, c'est un programme au niveau de la boîte, donc un programme qui s'appelle BioDyssey. Je promets que c'est un vrai truc, on a même les hoodies, donc c'est cool. Et c'est top parce qu'en fait, surtout, ce que ça a permis, c'est d'aligner toutes les équipes et d'aligner surtout les objectifs des différentes équipes et faire en sorte que les objectifs de migration, ils soient vraiment prioritaires et considérés au même niveau que des objectifs produits ou autres. C'est pas juste un truc que les équipes devaient faire en plus de tout le reste, dans quel cas ça n'aurait pas vraiment pu être possible de faire ça bien sans le temps dédié pour le faire. On a aussi eu accès à des formations, des formations Skills Boost de GCP, qui donc permettent de savoir comment utiliser et administrer les différents services disponibles sur Google Cloud. Et du coup, ça c'était très utile, surtout pour l'équipe plateforme et les SRE, et un peu aussi pour les équipes de dev, mais un peu moins vu toutes les couches d'abstraction qu'on fournit. Mais pour savoir les bases, c'est pas mal. Et le truc, c'est une collaboration très forte avec Theodo Cloud. Donc on a intégré plusieurs de leurs DevOps et de leurs chefs de projet dans nos équipes depuis le début de l'année. Et on a beaucoup bénéficié de toute leur expérience sur Cube, sur GCP, sur les migrations d'applications, sur tout plein de choses. On a mis en place la plateforme sur GCP avec eux. On a fait ils ont fait plein d'onboarding d'équipes. Toute leur aide nous a été vraiment précieuse pour fournir quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus vite, et aussi quelque chose de durable dans le temps. Donc merci à eux. Ils ne nous ont pas demandé de dire ça, on ne savait pas à la base qu'ils seraient là, mais du coup c'est cool, et on est vraiment content de cette collaboration. Grâce à ça, le but, c'est qu'on passe d'un mode vraiment accompagnement très fort à une autonomisation de plus en plus forte des équipes de dev. L'idée, c'est pas qu'on les abandonne, c'est qu'on est là, mais pour parler des sujets de fond, et que pour tout le reste, ils puissent se sentir autonomes pour gérer leurs applications, configurer leur Generic Cube, tout ça. Donc on part d'un socle avec des fondations théoriques, des onboarding, etc. Mais là, on passe de plus en plus à un mode où on veut que les devs puissent aller retrouver tout ce dont ils ont besoin dans nos documentations. Donc on a fait un énorme travail là récemment sur la doc. Et du coup, on a aussi, par exemple, mis en place une FAQ. C'est un truc tout simple, on dirait, mais en fait, on s'est rendu compte que beaucoup des équipes de dev posaient les mêmes questions aux différents SRE et qu'on se retrouvait à réexpliquer à chaque fois les mêmes choses. Donc la mise en place de la FAQ, ça a été assez utile. On a les réponses directement ou des pointeurs vers des docs plus complètes contenant les réponses. Et du coup, on a beaucoup plus d'autonomie au niveau des équipes de dev. Je t'ai raté sur les slides. Mais bon, vous avez deux mêmes à la place de 1, du coup. Et les deux autres choses qu'on a mis en place, c'est un truc qui s'appelle MyConsole. Donc c'est basé sur la technologie Backstage de Spotify. Et c'est une web app, tout simplement, mais qui permet de recenser tous les services qu'on offre au niveau de la plateforme. Et le but, c'est qu'on ait tous les services en fait, offerts par la boîte, donc aussi les applications des devs, etc. Et qu'on puisse retrouver les dépendances, les documentations, bref, que ça devienne le point d'entrée d'où on peut tout trouver. Et enfin, ce qu'on a, c'est
on a mis en place depuis peu, on est en train de la construire, un développeur lab qui permet de faire de A à Z tout ce qu'on vous a décrit là, déployer une application avec toutes les dépendances, plein de trucs, etc., des cas un peu complexes, pour permettre donc aux devs de consolider les bases qu'ils ont peut-être déjà vues de manière très accompagnée, et pour qu'ils puissent gagner en autonomie, et aussi aider sur l'onboarding de nouveaux devs. Durant la transformation, on a proposé aussi d'intégrer la partie qualité. C'était un moyen d'accompagner les équipes et aussi de s'assurer que toutes nos applications avaient une certaine qualité, une certaine exigence de qualité quand on arrivait sur la production. Donc du coup, grâce à des systèmes d'automatisation au niveau de la CI/CD, mais aussi à des produits externes, on a pu mettre tout un système de gates pour pouvoir valider la qualité. Et on a aussi travaillé sur un framework, sur un cadre commun pour que tout le monde ait le même objectif sur n'importe quel langage. C'était pas essayer de rajouter la qualité que sur certains trucs, c'était vraiment un moyen global d'augmenter tout ça. Je passe celle-là, Oui. un peu trop de détails. Oui. Et pour conclure, on est un peu à court de temps, mais du coup, migrer toute une boîte sur des nouvelles stacks, une stack unifiée, c'est pas facile. C'est une transformation qui demande de l'accompagnement, des moyens techniques. Avec le platform engineering, on peut permettre de fournir des bases vraiment solides et des bases communes avec des bonnes pratiques, etc., tout en laissant l'autonomie côté dev d'utiliser ce dont ils ont besoin en fonction de leur application. Et puis voilà. On vous a parlé de plein de choses très rapidement. On aurait pu peut-être s'étendre sur un ou deux trucs plus et faire moins de choses, mais on voulait vous parler d'un peu tout ce sur quoi on travaille en ce moment. Et je crois qu'il reste un tout petit peu de temps pour des questions. Oui. Applaudissements. Et voilà, très bien. Merci pour tout ça. Il y a quand même des questions. Honnêtement, c'est ce qui est une bonne chose. Ça montre qu'on est impliqué, ça montre que c'est intéressant, c'est engageant. Voilà. Donc, on va commencer d'abord au tout début. Comment gérez-vous les patchs de sécurité dans vos images de base Docker et vous assurer qu'ils sont bien redescendus jusqu'aux images applicatives? Tu veux prendre ? Alors, du coup, c'est un process sur lequel on est en train de travailler, justement. On est en train de mettre en place des outils pour pouvoir scanner les applications. Donc, il y a aussi au niveau de la partie qualité où il y a des scans de code. Je vais pas dire de bêtises, donc du coup, je vais même pas m'étendre sur les outils utilisés parce que j'ai des doutes. Mais en gros, voilà, on a des scans réguliers sur la partie GitLab CI pour scanner déjà les applications. Et après, on est en train de travailler sur la partie scan au niveau des images Docker. Pour s'assurer que les librairies à l'intérieur, il n'y ait pas de faille de sécurité. Excellent, excellent, merci pour ça. Une question de notre cher Alexis. Est-ce que le temps passé à comprendre votre abstraction de chart par les développeurs ne pourrait pas être passé à apprendre Kubernetes ou Helm directement? Oula. Bon, ça peut, mais on s'est rendu compte, vu qu'on a déjà des problématiques au niveau Docker, si en plus on doit enseigner comment utiliser Kube et Helm, ça va être compliqué. Et les autres avantages, c'est pas juste de fournir l'abstraction, c'est que nous, on a une base commune dans laquelle on peut dire fournir les labels dont on vous a parlé. Et on configure beaucoup de choses en fait dans le générique Kube. Et donc ça, si on n'a pas une base commune que tout le monde réutilise, c'est beaucoup plus dur. Et les devs, ils ont l'opportunité de faire tout ce qu'ils veulent. Et si je peux rajouter un truc, c'est aussi, du coup, on enlève toute la partie infrastructure aux développeurs, on les laisse cantonner sur leur partie code, qui est quand même beaucoup plus intéressante pour eux, et en même temps, l'infrastructure, ça les motive pas plus que ça. Et ça nous a permis aussi d'avoir des standards sur les déploiements. Par exemple, sur l'intégration Datadog, on sait qu'il y a tout un tas de labels à rajouter pour que ça soit classé correctement. Si on laisse la main à tout le monde de le faire, on sait qu'on aura des oublis et du coup, nous, on va passer plus de temps derrière à essayer de rattraper les choses pour que ça soit intégré correctement. Excellent, très bien. Alors, une question qui est hyper intéressante pour moi, perso. Quelle solution pour tester et valider les charts Helm? Du coup, on utilise Ginkgo et Gomega.
Donc c'est, je ne sais plus quel est lequel, mais en les mettant ensemble, on arrive à faire des test cases, on va dire, voilà, avec les inputs de config, on s'attend à tel output, et donc du coup, on va pouvoir rejouer ça tout le temps, et dès qu'il y a des drifts, on va s'en rendre compte, soit c'est une régression, soit c'est normal, et on met à jour les tests. D'accord, très bien, merci. On est rapide, hein? C'est une bonne chose. Pourquoi GCP plutôt qu'AWS alors que vous aviez déjà du workload et donc de l'expérience sur AWS? Effectivement, c'est une très bonne question. Pourquoi ce choix? Alors, il y a eu plusieurs raisons. La première, c'est déjà sur la partie automatisation. Quand on a fait l'état des lieux des besoins qu'on avait, donc nous on avait spécialement besoin du Kubernetes, des bases de données, tout ça, donc c'était des besoins relativement génériques. Donc du coup il n'y avait pas spécialement un choix entre AWS et GCP, c'était plutôt des besoins simples. Après, on a décidé aussi de partir sur GCP, ça nous a permis de faire un petit peu de table rase sur ce qu'on avait déjà déployé sur AWS. Il faut savoir que Believe, la partie AWS et la partie on-prem, c'est quelque chose qui est relativement historique. Il y a eu plusieurs couches qui ont été rajoutées par différentes personnes quand ils sont intervenus sur la plateforme. Donc à un moment donné, on s'est retrouvé, je ne vais pas dire sur un Mikado, mais voilà, c'était un petit peu compliqué. Et on est parti sur le choix de dire, bon bah voilà, limite, on fait toute table rase, on repart dessus. Après, je crois qu'il y a eu aussi des choix un petit peu budgétaires, mais voilà, ça c'est des choix qui ont été faits avant qu'on arrive, mais c'était aussi une des raisons. Très bien. Bon, merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et aussi, bien sûr, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.